Garzeke FM, la radio qui vous veut du bien. Merci de toujours nous rester fidèles. C'est l'heure de faire une petite rétrospective, histoire de revivre certains événements qui ont marqué ce pays et qui ont été évoqués sur cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons vous retourner en octobre 2014. À l'époque, on parlait de l'incapacité pour le Bénin d'organiser certaines élections, notamment celles locales et communales. Cette décision fut prise par une certaine coordination des institutions de la République, une coordination dont la légitimité est rejetée par le constitutionnaliste Joël Aïvo. En octobre 2014, c'était aussi le désamour entre Yahya Boni et l'ex-président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofinago. Et puis, on ne va pas oublier les agissements du préfet des départements du Borgou et de l'Alibori d'alors, Dame Salamatou Kora. Des agissements qui ont suscité beaucoup de débats. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse suivre ce spécial top 5 des personnalités qui ont marqué l'actualité en octobre 2014. C'est le flashback souvenir de ce dimanche 4 septembre 2016. Le top 5 des personnalités de cette semaine s'ouvre par Joël Frédéric Aïvo. Professeur de droit constitutionnel dans les universités du Bénin, Joël Aïvo s'est, comme à son habitude, prononcé sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Selon lui, il n'existe dans la nomenclature constitutionnelle du Bénin aucune institution qui réunit les chefs d'institutions de la République. Je vous invite à écouter un extrait de sa déclaration. Depuis le 6 octobre, qu'il y a eu cette réunion des chefs d'institutions élargie aux autorités administratives qui organisent les élections, je veux parler du COSTEPI et de la Commission électorale nationale autonome. Depuis qu'il y a eu cette concertation, j'ai cru à un moment que j'avais désappris. J'ai cru que mes connaissances en droit constitutionnel, notamment sur la Constitution du Bénin, avaient reculé. Donc j'ai repris la Constitution et j'ai regardé, il n'existe dans la nomenclature constitutionnelle de notre pays aucune institution qui réunit les chefs d'institutions de la République. Il n'y a que le pouvoir exécutif, président de la République, le pouvoir législatif, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Conseil économique et social, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et maintenant les quelques institutions et autorités administratives qui ont été créées par voie légale ou réglementaire. Mais ce que je veux dire, et je le dis avec la plus grande gravité, avec solennité, mais avec respect pour les personnes qui sont en cause, qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'organe qui s'appelle coordination des institutions de la République. Et par conséquent, comme elle n'existe pas, comme cet organe n'existe pas dans la Constitution, elle ne peut pas avoir pris une décision. Et donc pour moi, la décision qui a été communiquée le 6 octobre sur l'impossibilité d'organiser les élections, pour moi, est une décision irrégulière. Elle est irrégulière pour une seule raison, parce que l'organe qui l'a prise n'existe pas. Elle n'a pas de compétence en la matière, elle ne peut pas avoir pris une décision. Par conséquent, ce qu'il faut dire en vérité, c'est que la décision ou le constat, pour plusieurs raisons, de ce que les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections, peut être fait par le gouvernement. Il revient au président de la République, au pouvoir exécutif, de constater, en l'état actuel des préparatifs, quel que soit le regard que nous avons sur le retard qui est accusé, il revient au président de la République d'assumer ses responsabilités. Si nous n'avons pas été capables d'honorer un engagement qui est un engagement démocratique d'organiser les élections locales, il revient au président de la République d'en assumer la responsabilité et non pas, comme ça a été présenté, de se cacher derrière un organe qui n'existe pas, qui ne peut pas avoir constaté. Quand vous sortez du Bénin, vous avez les regards désormais qui se posent sur vous. Nous sommes de plus en plus un pays, une démocratie qui n'est plus capable d'honorer le renouvellement de ses gouvernants, notamment, regardez, de centaines de maires, de centaines de chefs d'arrondissement, de centaines de chefs locaux. Nous ne sommes plus capables de le faire. Le coût pour notre pays est lourd, est très lourd. Ce n'est pas une commodité démocratique, une élection. C'est une exigence démocratique. Et j'en appelle à la conscience de chacun, à la mesure de chacun, et que chacun prenne conscience de la gravité des moments que nous passons en ce moment. Éviter que l'incertitude, des menaces ne continuent de peser sur les autres échéances qui arrivent. Les élections législatives et les élections présidentielles sont pour moi deux dates fatidiques et infranchissables. Quelles que soient les contraintes, quelles que soient les explications que l'on peut brandir, rien ne peut justifier qu'on ne puisse organiser à bonne date les élections législatives et surtout les élections présidentielles. Les deux élections pour moi sont un point critique de notre histoire démocratique. Je dis, pour sortir tranquillement de ce quinquennat et ouvrir un nouveau quinquennat, il faut que le président de la République veille à ce que ce qui rentre pour moi désormais dans son serment, l'organisation à bonne date des élections et la sortie tranquille d'un mandat vers un autre, soit respecté, que les élections législatives se tiennent normalement et que les présidentielles n'aient pas de problème.
j'ai bien envie de demander qui de Joël Aïvo ou encore de nos présidents d'institutions ne maîtrisent pas les tests de la République. Vraiment. La question reste posée. La question reste vraiment posée. Ah oui, et puis 2 dates fatidiques quand même, celle des élections législatives et puis celle de l'élection présidentielle. Bon, si c'était à un seul tour. En tout cas, c'est des dates à respecter à la lettre, voilà. Parce que c'est ce qui est dit dans la Constitution. Voilà. Comme l'a dit le constitutionnaliste Joël Aïvo, il n'existe pas dans la Constitution du Bénin de coordination d'institutions de la République. On continue toujours avec les personnalités de la semaine et en 4e position vient le professeur Mathurin Kofi Nago, oui. président de l'Assemblée nationale du Bénin. On ne sait jamais. Peut-être que c'est lui qui sera le prochain président. Vous voulez vous créer des problèmes, c'est ça? Ouais, c'est lapsus. Alors, je parlais tantôt de Nago. Alors, Nago est-il en train de tourner dos à Yaï? Ou bien a-t-il divorcé d'avec Yaï? Ce sont les questions que beaucoup de Béninois se posent et qui sont restées jusque-là sans réponse. Oui. En tout cas, tout portant nous le fait croire, car il semble que les prises de position du président de l'Assemblée nationale ne sont pas du goût du leader des FCBE qui l'aurait convié lors de sa rencontre avec les présidents des institutions. Mais très tôt, Nago dément puis explique. Ah oui, et il dit que on l'a pas convié de façon officielle. Oui. Ce n'est pas sur son téléphone portable. Il faut l'appeler pour lui dire, écoute, il y a une rencontre quelque part. Donc il aurait bien voulu que l'invitation soit beaucoup plus officielle. J'ai bien envie quand même de recueillir l'avis de notre invité par rapport à cette relation entre Nago et puis le président de la République. Vous pensez que c'est vraiment la lune de fiel, plus rien ne va entre les deux? Bon, au fait, pour moi, la politique, c'est un jeu d'intérêt. Quand l'intérêt n'est plus pris en compte, c'est sûr qu'il aurait divorcé. Voilà. Eh bien, c'est lui qui a raison, l'invité. En 3e position, nous avons Uhuru Kenyatta, le président du Kenya. Il est le premier chef d'État africain en cours de mandat à comparaître devant la Cour pénale internationale. Eh oui. À l'instar de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le président kenyan Uhuru Kenyatta est comparu devant la Cour pénale internationale ce mercredi 8 octobre 2014. Mais déjà, le lundi 6 octobre, le président kenyan s'adressait à son peuple. Dans son discours, il disait devoir se retirer pendant quelques temps du palais de la présidence pour être entendu à la CPI. Le président kenyan est accusé de crimes contre l'humanité parce qu'il aurait été l'un des principaux instigateurs des violences qui ont suivi l'élection présidentielle de décembre 2007, violences au cours desquelles plus de 1000 personnes 1000 personnes. Oui. 1000 personnes ont été tuées et 600 000 personnes déplacées. Pour une seule élection. Pour une seule élection. Au Bénin, on a déjà organisé au moins près d'une dizaine d'élections. Si chaque fois on devait déplacer 600 000 personnes, alors vraiment, le Bénin serait vidé. Alors la question que l'on se doit de se poser tout de même, c'est comment va-t-il gouverner tout en étant inculpé par la CPI? Je ne sais pas, pour d'aucuns il est courageux, mais pour d'autres il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est vrai que la Cour pénale internationale est considérée comme cette cour-là qui ne fait que juger les présidents africains. Voilà, il y a tellement de polémiques. Mais pour vous, est-ce que c'est vraiment acte de courage? Ouais, moi je pense que c'est acte de courage parce que c'est quelqu'un qui veut respecter la loi. C'est ce qui est dit. Une fois que vous avez été inculpé, accusé de certaines choses, il faut se présenter devant le procureur, en tout cas devant les juges pour s'expliquer. Si vous êtes innocent, on vous innocente. Si vous n'êtes pas innocent, on vous applique la rigueur de la loi, c'est tout. Monsieur Adam Idrissou, une élection au cours de laquelle il y a plus de 600 000 déplacés, c'est dire que les Africains ne sont quand même pas prêts pour la démocratie. Est-ce qu'ils ne sont pas prêts ou bien qu'ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut pour le faire? Mais si ça doit susciter si tant de dégâts, pourquoi organiser encore des élections? 1000 morts, 600 000 déplacés. 600 000 déplacés. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors de toutes les façons, on espère que la vérité finira par sortir et les véritables accusés seront vraiment à la barre. Pas seulement Uhuru Kenyatta, puisqu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, c'est vrai. Il y a d'autres personnes aussi qui sont tapées dans l'ombre, qu'il faut coûte que coûte essayer de dénicher et de sanctionner aussi. Ce n'est pas bien. C'est mauvais de tuer son prochain. Dieu même l'a interdit.
Allez. Cette fois-ci, nous avons Maurice Fadéon, le porte-parole du Front des 3 ordres de l'enseignement. Suite à la publication des mutations nationales au niveau secondaire, Maurice Fadéon a donné de la voix. Le porte-parole des enseignants qualifie ces mutations d'arbitraires et de fantaisistes. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter un extrait de son coup de gueule sur les antennes de la radio le 7 octobre dernier. En réalité, pour rendre public des mutations nationales, les tests disent qu'il faut 1 mois au moins à l'avance. Mais ici, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que c'est à 2 semaines de la rentrée qu'on vient rendre public une mutation qui n'a pas été consensuelle. Parce que c'est après la séance que les gens maintenant ont trouvé qu'il fallait régler des comptes aux responsables syndicaux qui ont conduit les derniers mouvements. C'est pourquoi vous allez constater que c'est sur l'ensemble du territoire que surtout les secrétaires généraux départementaux ont été mutés. En plus, leurs militants, il y a certains militants qui étaient actifs pendant ces mouvements-là qui ont été mutés. Là où il y a mal donne, c'est que aujourd'hui, quand vous sondez le cabinet, puisque nous l'avions fait, vous constatez que là-bas aussi c'est la division. Parce qu'il y en a qui sont concernés par la situation mais qui n'étaient pas impliqués. Donc ça veut dire quoi? On a voulu carrément régler des comptes à des gens. Ce n'est pas a priori, ce n'est pas la mutation qui gêne. Mais c'est le caractère punitif que nous lisons à travers ces mutations. Il y a un accord sur les mutations des responsables syndicaux au niveau national et départemental. Au niveau de cet accord-là, vous pouvez lire la correspondance numéro 1724 du 16 août 2001 au directeur général du BIT. Et cet accord dit ceci. Accord intervenu entre le ministre chargé de l'éducation et les organisations syndicales sur le principe de non-déplacement des membres des bureaux nationaux et départementaux des organisations syndicales. Ça, c'est des accords depuis 2001, au moment où Soumaïla Batorko est terminé de la fonction publique. Aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause ce que nous vivons aujourd'hui. On n'a jamais vécu ça, depuis les indépendances. Et si nous acceptons ça, c'est que nous déstabilisons toutes les organisations syndicales. Or, vous n'êtes pas resté sans savoir que les organisations syndicales font partie intégrante de la société civile. Pour la veille citoyenne. Alors, ça veut dire quoi? Quand on a fini avec les politiques, on veut maintenant finir avec la société civile, déjà qu'on a réussi à les diviser. C'est pourquoi nous disons non. Nous disons non dans la mesure également, et ces mutations opérées sont des mutations arbitraires. Parce que on a ciblé des gens. Cette mutation ne tient pas compte même de l'aspect social de l'agent, même s'il est agent permanent de l'État. Encore que, lorsque vous êtes agent contractuel de l'État, vous êtes recruté sur poste. Et c'est pas à mesure dérogatoire qu'on peut vous muter. Et c'est dommage pour cette République. Dans la mesure où ces agents contractuels, la plupart, en tout cas avant la promotion après 2008, est actuellement en formation en stage. Je ne sais pas si, juridiquement, un agent qui a été mis en stage par arrêté ministériel peut être muté, alors qu'il est en stage. Voilà donc l'intervention de Maurice Fadéon, porte-parole donc du Front au niveau départemental ici à Parakou. Alors, puisque nous avons un ancien en studio, j'ai bien envie quand même de recueillir sa réaction à la suite quand même de cette déclaration de Maurice Fadéon. C'est toujours dommage parce que les syndicalistes normalement œuvrent pour le bien-être des travailleurs et le gouvernement n'a jamais dit que lui est en train de faire le contraire. Maintenant que on note de ces genres de contradictions, sincèrement, ça fait mal. Parce que les deux doivent travailler de façon franche pour qu'on puisse obtenir quand même quelque chose de potable. Au lieu qu'on se dispute sur des choses aussi, je dirais même assez soir. C'est pas l'essentiel quoi. Voilà, si on est en train d'œuvrer pour que l'année soit apaisée, qu'on n'ait pas de grève et qu'au départ en même temps qu'on puisse avoir de ces genres de conflits, sincèrement, ça fait mal. Donc c'était un conflit à éviter. C'est à éviter. À éviter par qui? Par le gouvernement ou par les enseignants ou par les syndicats? Tel que c'est arrivé, je pense c'est le gouvernement qui aurait pu l'éviter ou impliquer les syndicalistes par rapport à ce fait, c'est-à-dire leur expliquer la nécessité de faire cela. S'ils s'entendent, ce qui est sûr, c'est des hommes, ils devraient pouvoir s'entendre. C'est ça. Pour qu'on n'ait pas ce genre de conflit. Nous avons le préfet des départements du Borgo Alibori, Madame Salamatou Korakbounou, qui fait parler d'elle depuis un certain temps. Ça c'est vrai, hein? C'est la star actuellement. Ouais. Au devant. Elle fait partie des acteurs de l'interdiction du meeting des femmes Amazones à Parakou. Il y a de cela quelques semaines. Cela a suscité en son temps beaucoup de débats. Des débats qui en majeure partie vont en défaveur du préfet et de ses collaborateurs car pour bon nombre de citoyens, l'administration se refuse de respecter les règles de la démocratie lorsqu'elle doit concéder certaines choses
à ceux qui sont hostiles au régime en place. C'est ça. Ah oui, il y a eu beaucoup de débats. Les gens ont critiqué la chose en temps, l'interdiction de la marche, en tout cas du meeting des femmes Amazon. Amazon, voilà. Mais ils se sont rachetés en autorisant les femmes bulldozers. Ah oui, on te laisse continuer. Et pendant que ce sujet était toujours sur tapis, Madame le préfet fait encore parler d'elle la semaine dernière, alors qu'elle était à Kandi pour l'installation du nouveau maire de cette commune. Elle affirme à la surprise de tout le monde qu'elle ne maîtrise pas les tests, qu'elle comptait sur son chargé de mission qui malheureusement était souffrant. Par conséquent, la séance fut reportée à une date inconnue. Là encore, les voix sont montées au créneau pour critiquer cette attitude qui, selon elle, ce sont les voix bien sûr. Ah ok, d'accord. Non, pas. Le français est délicat. Non seulement sa formation universitaire et professionnelle, mais aussi les expériences capitalisées à la préfecture du Bogo à Libori. Nous allons d'abord écouter la réaction de Madame le préfet à la suite des critiques portées à son égard. Je dois m'adresser à mes interlocuteurs directs, les élus de la ville de Kandi, et que j'appelle au calme, à la sérénité. Et quand quelqu'un a un droit qu'il réclame, il réclame ça de plusieurs manières. Eux, c'est leur manière, ça. Ils sont surchauffés, ils utilisent des mots très durs à l'endroit de l'autorité de tutelle. Ils sont allés même à dire que je me connais les tests, mais j'étais allé là-bas pour leur parler un langage fraternel. Mais tous, ils savent que ce n'est pas pour la première fois que je suis allée régler des situations difficiles et dans la région de la Libori. En ce moment, aucun élu ne m'avait dit que je suis incompétente. Il a fallu que les intérêts soient peut-être un peu en jeu et pour qu'ils trouvent que je suis incompétente. C'est pas grave. Je connais mes capacités de travail. Je leur demande encore une fois de se calmer, d'être serein. Et les élections, c'est leur droit. Il y a eu vacances de pause. Ils veulent un maire. Ils auront incessamment un maire. Les élections se feront sans pression, dans la règle de l'art. Personne n'a s'immiscé à leur exercice. Ils le feront sous la supervision de la tutelle. Et le meilleur gagnera. Nous, on n'a pas de parti pris. Tout ce qui nous importe, nous, au niveau de l'administration, moi, en tant que préfet, prolongement de l'État, tout ce qui m'importe, c'est le développement de la commune de Kandi et environ. Et tant qu'il n'y a pas la paix, il ne peut pas avoir développement. Il n'y aura aucune tricherie. Le préfet que je suis n'a aucun intérêt. Je ne connais même pas les élus. Ils sont au nombre de 19. Je les connais sur papier. Je connais les 3 premiers interlocuteurs et peut-être quelques chefs d'arrondissement. Et donc, je n'ai pas de choix à faire. Et le premier homme du Bénin, le président Thomas Boni Yahi, n'a pas de choix à faire. C'est les élus même qui font le choix. Apparemment, face aux critiques quand même, le préfet est sereine. Oui, elle est sereine, elle s'est défendue tant bien que mal. À travers le discours, on le sent très bien. Elle ne panique pas, elle dit qu'il n'y a pas de parti pris. Voilà. Elle dit qu'il n'y a pas de parti pris. Oui, mais on dira que, curieusement, sa dernière sortie médiatique aux côtés des femmes bulldozers ne rassure pas de la sincérité des propos du préfet. Ah bon? On constate avec aisance qu'elle a choisi son camp. Nous allons écouter un court extrait de sa déclaration ce dimanche 19 octobre en compagnie des femmes bulldozers. Ok, d'accord. Chers dames, je transmettrai à qui de droit votre motion. Yahi Boni aura l'occasion de lire votre cri de cœur. Je vous remercie pour cette marche. C'est vrai que c'est vraiment un court extrait. Et non, mais écoutez, je ne sais pas si vous avez fait le constat, le même constat que moi. Je comprends maintenant pourquoi tu dis que sa dernière sortie ne rassure pas par rapport à ce qui concerne. Oui. Il y a de la joie dans sa voix là. Il y a une satisfaction totale. On a comme l'impression que c'est la petite sœur Yahi Boni. Oui. Et si tu le permets, on va encore écouter un tout petit peu. Ah oui. Mesdames, je transmettrai à qui de droit votre motion. Yahi Boni aura l'occasion de lire votre cri de cœur. Je vous remercie pour cette marche. Ah oui. Avec ça, on peut déjà dire que au moins, même si l'administration n'a pas pris parti, Dame Salamatou Kora a pris parti. Et ce qu'il faut noter dans cet élément, c'est qu'elle a prononcé ce discours
lorsqu'elle était aux côtés des femmes bulldozers. Les femmes bulldozers marchaient pour le soutien des actions du docteur Thomas Boniaï. Bon. Alors qu'entre-temps, on avait interdit la marche des femmes Amazon. Qui était un peu hostile aux idéaux du régime en place. Voilà. Pas une marche. Oui, un meeting. Un meeting, voilà. Et franchement, Madame le Préfet, on a de la peine à vous suivre. Ah oui, franchement. Nous, on continue ici. Nous allons enfin fermer la marche avec en première position Denis Mukwege, qui a obtenu mardi 21 octobre dernier le prestigieux prix Sakharov, décerné par le Parlement européen et qui récompense des personnalités luttant contre l'intolérance, le fanatisme et l'oppression. Ce prix lui a été décerné en récompense à son assistance et à son soutien aux côtés des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Gynécologue de formation, il dirige l'hôpital de Panzi qu'il a fondé. Et chaque année, il prend en charge gratuitement, je vous en prie, gratuitement, plus de 35 000 femmes victimes de viol. Dis donc. En leur appliquant une chirurgie reconstructrice. Si chaque année il y a 35 000 femmes violées au Congo, il y en a combien qui ne sont pas violées? Que tout le pays est terminé. C'est sérieux. Oui, c'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu. D'où son surnom de docteur miracle ou de réparateur de femmes. C'est ça, réparateur de femmes. Technicien encore. Eh bien, au soir de la remise du prix, il s'est confié aux journalistes de France 24 et il revient sur la guerre qui persiste depuis des décennies dans l'est du Congo et son combat à côté des femmes. Écoutez-le. Il faut dire quand même que c'est la situation de guerre qui prévaut en République démocratique du Congo qui favorise aussi tout ça. Et les femmes sont violées et il y a l'impunité qui règne. On va écouter rapidement Denis Mukwege. Les rapports que nous avons sont clairs sur ça. Les femmes continuent à être violées, y compris même les bébés, ce qui est choquant. Mettre le projecteur sur les femmes victimes de violences sexuelles, c'est aussi une façon de chercher à trouver une solution, parce que je pense que ces femmes courageuses qui se battent, qui sont entre la vie et la mort suite à toutes les blessures qui leur sont infligées, ce sont des femmes qui sont stigmatisées, exclues de la société, des femmes qui se battent pour leur justice. La plus mauvaise façon, c'est de les laisser dans l'indifférence totale, et je crois que la meilleure façon, c'est de pouvoir parler d'elles, de pouvoir en fait le montrer que le monde les écoute, que le monde est prêt à faire quelque chose pour que justice soit faite. Mais à partir du moment où il y a des personnes qui pensent qu'ils ont le feu vert, ils ont le droit de tuer, de violer, de détruire, et puis après tout se passe comme si rien ne s'était passé. Il y en a qui sont jugés, mais je pense que c'est aussi déplorable de voir ceux qui commettent des crimes avoir des promotions. Ça c'est tout à fait inacceptable. Et je crois que ceux qui ont commis des crimes, ils doivent répondre de leurs crimes pour montrer aux autres que la société n'accepte pas ces comportements. Voilà un peu les propos de Denis Mukwege. Même les bébés, tellement ils ont fini avec les femmes que maintenant ils s'en prennent aux bébés. Oui, ils le font vague par vague. C'est vraiment dommage, c'est déplorable. C'est une guerre que le monde semble oublier et puis on ne parle plus. Moi j'ai comme l'impression que la communauté internationale est même fatiguée des Congolais. Et s'il y en a qui m'écoutent, est-ce que même ils ne sont pas fatigués d'être toujours à la une de l'actualité? C'est la question qu'ils doivent se poser, parce que ça ne fait pas bien d'être toujours là. C'est toujours de vous on parle. C'est toujours chez eux il y a problème. C'est toujours chez eux il y a des réfugiés. C'est toujours chez eux il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc ils n'ont qu'à se remettre en cause eux aussi. C'est pas bien. Puis bon, on comprend aujourd'hui la situation. Même les experts ont déjà tiré leurs conclusions. Ils ont dit qu'il n'y aura jamais la paix en République démocratique du Congo. Gardons espoir, c'est mieux. Oui, Monsieur Sani. Les troubles au Congo, c'est lié à la richesse de leur sous-sol. Ah oui. Le sous-sol congolais est riche. Ils ont beaucoup de ressources. Ça attire des ennuis. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'au Bénin, notre sous-sol n'est pas riche que nous sommes en paix? Cela n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux. Oui, on vous laisse continuer. À propos du docteur, je dirais que ce n'est pas pour rien qu'il a eu ce prix. Il est courageux. Il est vraiment parce qu'il n'y a pas longtemps, il a été victime
violence lui-même. Ah oui, ça c'est vrai. Il est courageux de vouloir reprendre ses activités. En 2009, les violents se sont organisés pour lui infliger une correction. Et pourtant, il s'est remis dans ses activités de prédilection. Et il dénonce même, il a le courage de dénoncer l'impunité, parce qu'il dit que c'est ceux qui font même la chose qui ont des promotions. Voilà, qui ont des promotions, qui sont nommés et autres là. Tout ça là, ce n'est pas pour plaire aussi au pouvoir. Ça c'est vrai, c'est vrai aussi. Habib Jordi et toute l'équipe du bonheur vous offrent le meilleur de Dominicalement Votre. Tant d'années sont passées, tant d'histoires à raconter, du bonheur à partager, aussi des peines à supporter, des victoires à célébrer, des caprices à accepter, des erreurs à tolérer, des humeurs à tousser. On s'était promis, n'oublie pas, baby, que your enemy, c'est pas juste une night. On s'était promis, n'oublie pas, my way for, que your enemy, c'est fait pour la life. C'était pas juste une night. C'était écrit, bébé, sur nos peaux. C'était gravé depuis qu'on est mort. What are you, my coco? Open the door for me, oh. I need you, my wife. Please show me the way. Tu me disais, ma coco, que j'étais ton choco. Mais baby, tu m'as rendu zinzin. Ma wife, oh, tu m'as touché la tête. My lady, tu m'as rendu crazy. La cola, ma gama to go. Gama to go. To go, to go. To go, to go, to go. Gama to go. Ma wife, ma gama to go. Pora fom pa mio, bimba sa fom pa mio, Mzamba fom pa mio, Mamtusa fom pa mio. Nako de la Murigini, Nako fere que tu finis. A toutes ces années d'amour, tu m'as quitté pour toujours. Encore de Ferrari, tu m'as laissé dans ma folie. Ma baby, tu m'as rendu silence. Ma wife, tu m'as touché la tête. Ma lady, tu m'as rendu crazy. Ma gola, ma gama to go. Gama to go. To go, to go. Gama to go. To go, to go, to go. Gama to go. To go, 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 to go. Gama to go. Le jour n'a point d'éclat si le soleil se met à l'écart. La nuit n'a point de beauté si la lune n'est pas à côté. L'oiseau fuit la rivière, c'est n'a plus d'une goutte d'eau. Ma vie n'a point de valeur si j'ai pas ta chaleur. What are you, my coco? Open the door for me, oh. I need you, my wife. Please show me the way. Tu me disais, ma coco, que j'étais ton choco. Mais baby, tu m'as rendu soulari. Ma wife, tu m'as rendu bonari. Ma lady, tu m'as rendu faiblari. Ma cola, ma gama to go. Gama to go. To go, to go. Gama to go. To go, to go, to go. Gama to go. To go, 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 to go. Gama to go. My lady, my gama to go.